Le but de ce film est de montrer quelles sont les monstruosités que l'on rencontre à l'état spontané chez l'homme et les animaux domestiques, et comment on peut tenter de les expliquer en les reproduisant expérimentalement. Tel est l'objet de la tératologie expérimentale. Ambroise Paré est un des premiers auteurs qui ait réuni, dans un traité paru en 1573, de nombreuses données relatives aux monstruosités humaines. On trouve, à côté de représentations exactes, des figures de monstres fantaisistes qui ont été reproduites de livres antérieurs et qui témoignent de la confiance qu'avaient les anciens auteurs dans la chose écrite. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que, grâce à Étienne et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, la tératologie est devenue une science objective et qu'une classification rationnelle des monstruosités a été établie. Les noms scientifiques des malformations sont empruntés à cette classification toujours en vigueur. Nous présentons 3 exemples de monstres empruntés à Ambroise Paré. On ne les rencontre jamais dans la nature. Ce sont des chimères chez lesquelles voisinent des caractères de 2 espèces différentes. Un poulain avec une tête humaine. Un enfant ayant le corps d'un chien. Enfin, une espèce de sirène tout à fait fantaisiste. Mais on trouve aussi, chez Ambroise Paré, des descriptions et des images de monstruosités que l'on rencontre réellement chez des fœtus humains. Voici un enfant probablement viable, aux mains et pieds beaux. Puis un autre porteur de membres courts, qu'on appelle phocomèle. Enfin, un agneau dépourvu d'yeux, dont les conduits auditifs externes sont unis à la bouche. Malformation qu'on rencontre aussi chez le fœtus humain et qu'on appelle otocéphalie. Les images suivantes sont relatives à des monstres doubles. Les uns ont 2 têtes distinctes, mais un tronc unique. D'autres types de monstres ont 2 individualités presque séparées, unies seulement par un pont étroit, telles ces jumelles siamoises qui sont liées par les parties postérieures, ou par le front. D'autres, tels cet enfant mâle, ont une tête unique et 2 troncs, portant 4 bras et 4 jambes. Voici enfin un agneau à 3 têtes. Toutes ces monstruosités se rencontrent à l'état spontané. Nous allons les étudier de plus près. On distingue 2 grandes catégories de monstres. Les monstres doubles, constitués de 2 individus plus ou moins soudés en apparence et dus en réalité à la division plus ou moins complète d'un embryon unique à l'origine. Les monstres simples, au contraire, sont constitués d'un individu unique présentant une défectuosité de naissance d'un organe ou d'un système. Les embryons de poulet montrent particulièrement clairement les premiers stades du développement des jumeaux et des monstres doubles. Nous voyons d'abord 2 embryons qui ont évolué parallèlement dans le même œuf et sont complètement distincts. À un stade plus jeune, les 2 composants ont déjà des individualités complètes. Sur cette image, ils sont dirigés en sens inverse, tête contre tête. Dans d'autres cas, les 2 têtes peuvent se fusionner et donnent l'impression de s'être télescopées. Une masse informe représente l'ensemble des têtes fusionnées. De part et d'autre de cette région céphalique, on voit 2 petites saillies latérales qui correspondent au cœur resté séparé des 2 embryons. On distingue 3 grandes catégories de monstres doubles. Les monstres à axe parallèle que l'on classe sous la désinence page, les monstres en forme d'Y que l'on classe sous la désinence dime, les monstres en forme d'Y renversé ou lambda auxquels on donne la désinence adelphe. On voit ici un enfant thoracopage dont les 2 composants sont unis au niveau du thorax. Les 2 individus sont complets, sauf les foies et parfois les cœurs qui sont soudés. Voici le squelette d'un thoracopage. Toutes les pièces squelettiques normales existent dans les 2 constituants, mais les cages thoraciques sont soudées entre elles latéralement. Nous passons aux monstres en Y. Les plus caractéristiques ont 2 têtes,
complètement séparés et un tronc unique. On les appelle d'érodymes parce qu'ils sont unis par le cou. Voici un veau d'érodyme, un canard d'érodyme. Le fœtus humain que l'on présente maintenant est un monstre de la même catégorie, mais il est plus complexe. En effet, les deux têtes ne sont pas complètement séparées. Elles sont fusionnées par leurs parties latérales, de telle sorte qu'elles forment une masse unique, mais on reconnaît deux faces complètes. Une complication supplémentaire est que ce monstre n'a pas développé de cerveau. Ceux-ci sont restés au stade de la plaque nerveuse primitive. On appelle ces monstres des anencéphales. Cette malformation n'a pas de rapport avec la monstruosité double. Elle peut exister indépendamment d'elle. Dans tous les cas, la tête rentrée dans les épaules n'a pas de cou. Elle a des yeux globuleux et saillants. Elle est dépourvue de voûte crânienne. On reconnaît maintenant un fœtus de chat qui présente la même malformation. Un corps unique, une tête presque entièrement dédoublée, deux faces complètes, mais soudées dans la région des oreilles. Ces poulets sont atteints de la même monstruosité, mais le dédoublement des têtes est moins accusé. Il se manifeste par un empiètement croissant des deux faces. Dans ce premier cas, elles sont unies dans la région des oreilles. Il y a deux becs supérieurs, mais un seul bec inférieur, ce qui montre que le dédoublement est limité à la région supérieure de la tête. Dans le second cas, les faces sont encore moins dédoublées. Chacune d'elles a un œil latéral, mais du côté interne, elles sont soudées au niveau des yeux, ce qui entraîne la fusion partielle ou complète des yeux internes, soit un œil cyclope unique, soit un œil partiellement dédoublé. Les monstres doubles en Y renversé, ou lambdoïdes, sont caractérisés par une seule tête et deux troncs. Quand la séparation des troncs est complète, il existe 4 membres antérieurs et 4 postérieurs, 2 paires par tronc, comme c'est le cas chez ces deux veaux d'éradelphes, c'est-à-dire unis par le cou. Ce squelette de fœtus de chèvre présente la même malformation. Un type de monstre un peu différent nous est fourni par un fœtus de porc muni de 2 corps, avec 4 paires de membres et une seule tête. C'est en apparence un déradelphe, mais si l'on observe sa tête du côté nucal, opposé à la face, on s'aperçoit qu'il possède de ce côté une face incomplète, reconnaissable à 2 petites oreilles. C'est donc un monstre à 2 composants parallèles, mais dissymétriques dans la région de la tête, que l'on classera plutôt dans le groupe des céphalothoracopages. Voici enfin un embryon de poulet porteur d'une malformation viable, une paire de pattes supplémentaires appendues à l'arrière-train. C'est un pygomèle, monstre en lambda, dont 2 pattes resteront atrophiées et inertes. On voit souvent dans les campagnes des poulets porteurs d'un tel appendice fixé au croupion. Le procédé le plus simple pour obtenir des monstres doubles ou des jumeaux consiste à fissurer le germe non incubé, ou blastoderme, avec une fine aiguille de verre que l'on étire en pointe à l'aide d'une anse de platine chauffée au rouge. C'est le procédé qu'a utilisé Hubert Lutz dans notre laboratoire. On fabrique ainsi un microscalpel que l'on insinue sous le blastoderme de poulet ou de canard pour séparer plus ou moins complètement l'embryon en 2, 3 ou 4 parties. Ainsi, à partir d'une section du blastoderme, suivant son plan de symétrie, on obtient 2 embryons. Si l'on fait 3 sections parallèles à ce plan, on obtient 4 bandes isolées qui donnent naissance à 4 embryons. Découpé en 3 secteurs, suivant 3 rayons d'un cercle, le blastoderme donne 3 embryons orientés en étoile. 2 sections en croix isolent 4 secteurs, dont chacun donne un embryon. Il arrive que l'un d'eux avorte ou qu'il se dédouble une seconde fois.
On peut ainsi recueillir 3, 4 ou 5 embryons dont les têtes sont parfois fusionnées. Certains sont orientés dans le même sens. Quelquefois, l'un d'eux est en sens inverse des autres. Si la fissuration du blastoderme est incomplète et affecte la seule région antérieure, on obtient un monstre en Y à 2 têtes et un seul tronc. Une fissuration de la seule région postérieure donne naissance à un monstre double en lambda, à région céphalique unique. De tels résultats sont constants. Ils diffèrent seulement par l'ampleur du dédoublement. Les malformations simples comprennent, suivant les degrés de gravité, aussi bien les monstruosités les plus étonnantes que des anomalies banales, telles que bec de lièvre, pied beau, etc. Il n'y a entre les deux appellations qu'une différence de degré, non de nature. Parmi les monstruosités proprement dites, nous voyons d'abord un fœtus anencéphale, dont le cerveau ne s'est pas formé. À un stade où normalement il se ferme, il est resté ouvert. Il n'existe ici qu'une simple plaque vultueuse avec des excroissances anarchiques. Par suite de cette malformation, le crâne ne se ferme pas non plus. Il n'y a pas de voûte crânienne. C'est ce que montre le squelette d'un autre anencéphale dont la base du crâne seule s'est développée. Ce fœtus de chat autocéphale est atteint de malformations complexes de la face. La plus marquante est la réunion de la bouche et des conduits auditifs en une seule cavité. Il présente en outre des caractères de cyclopie que nous évoquons maintenant. Les monstres cyclocéphales désignent des embryons chez lesquels les yeux sont rapprochés ou fusionnés, depuis les cyclopes vrais à œil unique et médian jusqu'aux embryons dont les yeux sont juxtaposés, en passant par les monstres à œil unique mais à 2 cristallins. Nous voyons maintenant un squelette de chèvre cyclocéphale qui montre d'autres caractères très spécifiques de cette monstruosité. Une seule orbite médiane, pas d'os intermaxillaire. Les mêmes malformations se retrouvent chez ce porc. On y observe en outre un caractère fréquent chez les cyclopes dits rhinencéphales, une grosse trompe médiane située sur le front au-dessus de l'orbite. Elle est due à une localisation anormale du bourgeon intermaxillaire qui n'a pu s'interposer entre les ébauches des yeux. Celles-ci ont formé un œil unique. Un autre exemple est donné par un porc cyclocéphale à 2 yeux très rapprochés, surmontés d'une trompe nasale, analogue à celle du cas précédent. Ce poulet est atteint d'une malformation moins importante. C'est un bec de lièvre, appellation étonnante chez un poulet. Il lui manque une partie des bourgeons latéraux, ce qui produit un large hiatus entre le bec supérieur et le bec inférieur. On peut obtenir des monstruosités simples par différents procédés expérimentaux. Les plus précis permettent de produire à volonté des malformations constantes en localisant l'intervention à un territoire précis du germe. 2 d'entre eux seront évoqués, la microchirurgie et les irradiations localisées au rayon X. L'un et l'autre ont été mis en œuvre dans notre laboratoire. Pour la microchirurgie, on utilise des microscalpels qui sont des aiguilles métalliques taillées à la dimension et à la forme voulue, généralement sur 2 faces. Ainsi, on réalise des lames tranchantes que l'on manie sous un microscope binoculaire. On voit ici l'aiguisage des lames sur une pierre à grains très fins. Cette séquence montre l'ouverture de la coquille et la préparation de l'embryon en vue d'une opération de microchirurgie. L'embryon, mis à découvert après ouverture de la coquille et enlèvement de la membrane coquillière, est opéré à un stade déterminé. Il est placé sous les objectifs d'un stéréomicroscope. L'opérateur enlève d'abord la membrane vitelline qui entoure le jaune,
dans la région où il désire opérer. Puis il découpe avec le microscalpel le territoire visé. Ici, par exemple, la partie antérieure du tube nerveux correspondant au futur encéphale, les ébauches oculaires étant laissées en place. Il relève vers le haut le morceau de tube nerveux qu'il a découpé de chaque côté et à sa base. Il le sectionne à sa partie antérieure et l'élimine. Il rapproche alors les parties latérales de la tête afin qu'elles se soudent et que la blessure ne laisse pas de traces. Ainsi est éliminée une importante partie de l'encéphale. Nous verrons bientôt que par cette méthode, on obtient un cyclope. Une autre technique opératoire d'une grande précision consiste à détruire par les rayons X la partie que l'on désire éliminer. Après avoir ouvert la coquille comme précédemment, on dépose sur le blastoderme une légère feuille de cellophane. Celle-ci sert de support à une petite équerre de plomb dont les côtés internes délimitent la région à irradier. La source de rayon X est alors amenée au-dessus de l'angle droit de l'équerre. Le rayonnement X est limité par un tube de plomb qui laisse passer un faisceau cylindrique de 1 à 3 mm de diamètre, suivant les besoins. L'équerre de plomb limite le champ irradié d'un côté, le bord du faisceau cylindrique de l'autre. L'irradiation terminée, on écarte l'appareil à rayon X, on enlève l'équerre de plomb, puis la feuille de cellophane, et l'on remet l'œuf en incubation. Ce schéma matérialise deux phases de la technique utilisée. Tout d'abord, on fait une visée à travers le tube de plomb localisateur grâce à un prisme à réflexion totale. Les écrans placés sur l'embryon apparaissent comme des taches. Lorsque le tube localisateur est en bonne position, on enlève le prisme et l'on procède à l'irradiation, les rayons X ne trouvant de sortie qu'à travers le tube localisateur. Les résultats de ces interventions sont comparables. Les embryons se développent normalement, à l'exception de la région de la tête. Ce développement est montré accéléré 10 000 fois. La circulation du sang est normale, mais on voit qu'une partie importante de la région céphalique manque. Ce sont les hémisphères cérébraux et le diencéphale. Les ébauches des yeux que rien ne sépare se fusionnent en un œil unique, reconnaissable au pigment rétinien bleu-noir. Voici un autre cyclope résultant d'une opération analogue. Il a deux yeux unis entre eux, mais constitués de deux globes pigmentés. La membrane, riche en vaisseaux sanguins visibles en surface, et l'allantoïde, qui transporte les protéines du blanc d'œuf à l'embryon. Environ 15 jours après l'opération, on prélève l'embryon vivant en le séparant de ses membranes nourricières. C'est un cyclope. Il existe d'autres variétés de cyclocéphales dont nous allons voir quelques exemples. Un trait commun à tous est l'absence du bec supérieur, qui laisse à découvert le bec inférieur et la langue. Les yeux peuvent être plus ou moins atrophiés, plus ou moins rapprochés.
Voici une forme très remarquable de cyclocéphale obtenue par microchirurgie. Les deux yeux sont réunis dans la même orbite. Placés au sommet de la tête, ils regardent vers le haut. Remarquons en particulier ce cyclope vrai à un seul œil, mais exorbité et comme sortant de la tête. D'autres cyclocéphales ont deux yeux, dont l'un bien développé, l'autre atrophié. Les images suivantes ont trait à des monstruosités du tronc, dont certaines ont été observées à l'état spontané, d'autres produites expérimentalement par des irradiations précises au rayon X. Voici un célosomien, caractérisé par l'absence de la paroi ventrale du corps. Celle-ci ne s'est pas formée. Elle laisse à nu certains organes, le cœur, le foie, l'estomac, qui font hernie à l'extérieur du corps. Le monstre appelé strophosome est une variété de célosomien dont les membres sont repliés vers le dos et se touchent mutuellement de telle sorte que les viscères sont absolument dénudés. Non seulement la paroi ventrale ne s'est pas formée, mais encore la paroi dorsale est rabougrie. On peut obtenir cette monstruosité en traitant l'embryon par la colchicine. Voici un monstre compliqué dont la structure est paradoxale. Le cœur est situé sur la nuque. La tête est enveloppée par la partie antérieure du tube digestif. Le cerveau est très atrophié. Les viscères sont dénudés. Le foie est double. C'est une des malformations les plus considérables que l'on puisse imaginer. On l'appelle omphallocéphalie. Elle s'explique aisément depuis qu'on sait la produire expérimentalement. Parmi les monstres qui suivent et qui ont été obtenus expérimentalement, nous distinguons un poulet phocomèle dont les membres sont réduits à leur partie distale par suite de l'atrophie des segments intermédiaires. Nous reverrons bientôt cette anomalie et son déterminisme. Voici maintenant des monstres appelés cyméliens, parce que leurs deux membres inférieurs sont unis en un seul. Les deux ébauches se soudent dans le plan médian du corps, et comme conséquence de cette fusion, le membre résultant est inversé de 180 degrés. La pointe du pied est dirigée vers l'arrière, le talon vers l'avant. Quelquefois, les deux membres sont incomplets à leur extrémité. Ils se terminent en une pointe qui les fait ressembler vaguement à une sirène, d'où leur nom de sirénomèle. Une autre malformation des membres existe chez les poulets creeper ou courte-pattes. C'est une malformation héréditaire qui définit une race de poules. On peut aussi l'obtenir expérimentalement en traitant le jeune embryon par un sulfamide, le paraminobenzène sulfamide. Ce résultat a été obtenu par le professeur Paul Ancel. Le type creeper est caractérisé par un raccourcissement et un épaississement de tous les os longs, en particulier du fémur et du tibia. Le dispositif représenté ici est un appareil de micro-injection qui sert à injecter dans l'embryon de petites quantités de substances telles que drogue ou hormones. On voit une seringue graduée au centième de millilitre dont le piston est actionné par un tambour micrométrique. On peut ainsi injecter dans l'embryon de très petites quantités de la substance dissoute auparavant dans un solvant adéquat. On commence par découper la coquille de l'œuf suivant le procédé habituel qui met à nu l'embryon et ses annexes. La fine pointe de l'aiguille est amenée au contact immédiat de la région visée. On tourne la graduation du tambour micrométrique de l'angle nécessaire à l'instillation d'un volume déterminé, 1/100 de millilitre par exemple. L'embryon se développe bien, mais la substance injectée agit spécifiquement sur certaines parties du corps, sur les membres par exemple. Nous voyons d'abord, à la suite d'une injection d'hypérite azotée, une aile complètement atrophiée, dans la partie inférieure droite de l'image. À la suite d'injections pratiquées dans des conditions un peu différentes, on peut obtenir d'autres types de monstruosités portant aussi sur les membres. Cette image montre, pris sur le vif, un phocomèle en voie de formation dans l'œuf. De telles monstruosités ont été obtenues par Bert Salzgeber dans notre laboratoire. Nous voyons des malformations analogues.
Ce sont des phocomèles avec des membres courts ou atrophiés plus ou moins complètement. Certains sont privés de leur partie terminale, main ou pied, de telle sorte que l'aile ou la patte paraît mutilée. Quelques embryons présentent la malformation d'un seul côté du corps. D'autres ont les 4 membres déficients. Ces exemples sont le résultat d'une méthode qui a été appelée par Paul Ansel la chimiotératogénèse, parce qu'elle permet d'obtenir électivement des malformations précises à la suite d'application de substances chimiques déterminées. Un dernier procédé utilisé pour produire des monstruosités est la diathermie, qui provoque une coagulation des tissus. Une fine électrode est amenée au contact de la partie que l'on veut détruire. L'autre électrode, plus grossière, est plongée dans l'albumine afin de fermer le circuit. Le courant s'établit entre les 2 électrodes. On le laisse passer un temps très court pour que la lésion soit aussi précise et localisée que possible. À la suite d'une lésion produite dans la région lombaire, qui provoque la destruction des organes axiaux, les 2 bourgeons de pâte, qui ne sont plus séparés par des tissus vivants, se soudent à la partie postérieure du corps, croissent ensemble et sont atteints de symélie, malformation que nous avons déjà décrite. Ils sont plus ou moins intacts, mais nettement fusionnés. Ils sont de plus recourbés vers le dos, dans une position aberrante. Telles sont quelques-unes des possibilités de la science des monstres ou tératologie. La tératologie expérimentale, en produisant à volonté des malformations, permet d'en comprendre la genèse et de découvrir les facteurs qui les provoquent.